10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Officiellement, un suicide. Mais ses secrets, eux, ne seront pas enterrés avec lui. Jeffrey Epstein était un financier américain sans diplôme parti de rien, un vrai self-made man à l'américaine. En quelques décennies, il devient l'un des hommes les plus influents du monde, avec un carnet d'adresses bien garni, rassemblant chefs d'État, milliardaires, scientifiques ou encore célébrités. Mais tout bascule lorsque ses 4 résidences principales sont perquisitionnées. Les enquêteurs y découvrent des milliers de photographies de jeunes filles nues affichées au mur, des DVD, des cassettes vidéo documentant des rapports sexuels forcés, parfois avec des victimes mineures. Après 30 ans d'impunité, Jeffrey est enfin placé en détention en attente de son jugement pour avoir dirigé un vaste réseau d'exploitation sexuelle de mineurs impliquant trafic, abus et violences sexuelles. C'est à peine croyable. Le nombre de victimes est alors estimé à plusieurs milliers de jeunes filles mineures. Mais Jeffrey ne s'expliquera jamais devant la justice. Un matin d'août 2019, Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Étrange. Très étrange. Officiellement, il s'agit d'un suicide par pendaison. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre apparaissent immédiatement. Epstein était détenu au Metropolitan Correctional Center, l'un des établissements les plus sécurisés au monde. Pourtant, cette nuit-là, il se passe quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. Un bug informatique. Les caméras de surveillance pointant sur la porte blindée de sa cellule ont bizarrement cessé de fonctionner. Et les 2 gardiens censés le surveiller 24/7 devant sa cellule se sont endormis. Malgré cela, le rapport officiel conclut à un suicide par pendaison. Mais cette version est contestée. Cyril Vecht, un médecin légiste extérieur à l'enquête, a eu accès au rapport d'autopsie. Il affirme que certaines blessures observées, notamment une fracture de l'os hyoïde, sont plus fréquemment associées à une strangulation qu'à une pendaison volontaire. Autre fait troublant, avant de mourir, il lègue 5 millions d'euros à Caroline Lang, la fille d'un certain Jack Lang, ancien président de l'Institut du monde arabe et ministre de la Culture. Mais ce nom de famille est tristement associé à des histoires de pédophilie. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. 2011, Marrakech. Jack Lang est pris en flagrant délit en train de s'amuser avec des petits garçons dans un hôtel luxueux. Sans parler de l'affaire du Coral qui a secoué la presse française dans les années 80. Il s'agissait d'un centre d'accueil pour trisomiques près de Nîmes où le petit Marc, un jeune pensionnaire de 10 ans, a été retrouvé sans vie, la tête dans un seau de javel et d'excréments. Il présentait également des signes de rapport forcés ainsi que des côtes cassées. Et d'ailleurs, Jack Lang ne s'est pas toujours caché. En 1973, il signe une tribune visant à décriminaliser la pédocriminalité au nom de la liberté, c'est-à-dire rendre légales les relations sexuelles avec des mineurs. Factuellement, Jack Lang n'a jamais été condamné pour pédophilie et aucune enquête n'a jamais été ouverte. Il est donc totalement innocent aux yeux de la loi. Des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde. Alors je veux bien que demain on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre parce qu'ils doivent payer. Et ce n'est pas le seul nom français qu'on retrouve dans la boîte mail qui a été déclassifiée. Petit disclaimer, cela ne veut pas dire que ce sont des pédophiles, simplement ils étaient liés de loin ou de près à Epstein.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie sous Macron, a rencontré Epstein dans son manoir à New York. D'ailleurs, plusieurs documents indiquent que Jeffrey Epstein entretenait des échanges avec Macron dès 2016. Ils ont même déjeuné ensemble à l'Elysée et le président apparaît plus de 200 fois dans les documents. Il est aussi mentionné que Jack Attali serait le mentor d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, pour sa part, apparaît à près de 70 reprises dans les courriels. Certains échanges évoquent des discussions politiques, des tentatives d'influence ou des hypothèses de soutien financier indirect au Rassemblement national, notamment dans le contexte de la campagne de Jordan Bardella. Toutefois, aucune preuve ne confirme à ce stade l'existence d'un financement illégal. Olivier Colomb, ancien conseiller politique et proche de Marine Le Pen, mais également de Nicolas Sarkozy, était un ami de Epstein. Olivier était bien au courant des penchants sexuels du milliardaire. Dans un courriel, Epstein évoque être dans un aquarium avec plein de filles, dont 2 Russes. Colomb lui répond qu'il adorerait la vue. Epstein compare ensuite les femmes à des crevettes, affirmant que tu jettes la tête et tu gardes le corps, et l'échange prend une tournure ouvertement raciste lorsque Colomb précise préférer les crevettes blanches. Epstein répond qu'il ne supporte pas l'odeur d'une crevette noire, comme quoi le racisme peut parfois sauver des vies. Dieudonné est également mentionné comme une cible dans les documents. Un courriel attribué à Ariane Rothschild qualifie ses propos de scandaleux avant d'évoquer la nécessité de s'occuper de son cas avec le réseau. 2 semaines plus tard, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, interdit officiellement les spectacles de Dieudonné sur l'ensemble du territoire français. Troublant, n'est-ce pas ? Toutefois, aucun lien de causalité formelle entre ces 2 événements n'a été établi à ce jour, mais la chronologie interroge. Et plusieurs documents suggèrent par ailleurs des liens financiers entre Jeffrey Epstein et la famille Rothschild, notamment un contrat évoqué à hauteur de 25 millions de dollars et un mail dans lequel Epstein se présente comme représentant de la famille Rothschild. Et oui, car outre-Atlantique, ce n'est guère mieux. Des photographies pour le moins troublantes circulent librement concernant le prince Andrew. On y voit le Britannique en train de manipuler le corps d'une jeune fille inconsciente et inanimée. Selon mon enquête, il s'agit de Virginia Giuffre, une jeune mannequin qui s'est malheureusement donné la mort depuis. Dans les années 90, Ghislaine Maxwell a recruté une jeune fille pour une carrière de mannequin. Au lieu de cela, elle a été vendue comme esclave, sexuelle et torturée. Le prince Andrew a été complice de sa mort car il l'a torturée pour la forcer à se suicider. Bill Clinton, ancien président des États-Unis, semblerait être un très bon ami de Jeffrey et il est mentionné des milliers de fois. Okay. Comme on le voit, il est assez nostalgique lorsqu'on lui montre des photos de lui dans le jacuzzi d'Epstein. Et certains documents alimentent des soupçons gravissimes. On parle de viol d'enfants et de cannibalisme, mais rien n'est prouvé officiellement. Un autre président est souvent mentionné, et comment l'oublier, Donald Trump. Le républicain est mentionné des milliers de fois dans le dossier, et pour cause, il était un ami très proche de Jeffrey dans les années 90. Il aurait, selon les documents, enterré plusieurs filles sous le terrain de golf de Jeffrey. Enfin, dans une section plus spéculative des dossiers qui plaira aux complotistes, certains mails montrent qu'Epstein échangeait avec des institutions financières très puissantes comme JP Morgan. Il parlait de scénarios de crise sanitaire mondiale inimaginable bien avant la pandémie du Covid-19. Dans le même thème, Bill Gates apparaît des milliers de fois et les 2 milliardaires ont déjà échangé concernant un projet de simulation de pandémie mondiale 2 ans avant le Covid et d'une possibilité de vacciner la population mondiale. Ces échanges n'établissent aucun plan concret, mais ils témoignent tout de même d'un intérêt économique et financier pour les crises mondiales. Concernant toutes ces personnalités mentionnées, aucun lien criminel n'a été établi et aucune poursuite judiciaire n'en a découlé. De tels crimes ont pu rester sous les radars pendant des années, en partie grâce à l'ampleur et à l'isolement de ses propriétés. Un appartement de plus de 800 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris, un ranch de près de 30 km² au Nouveau-Mexique, ce qui fait à peu près la superficie de la ville de Lille, un manoir de 9 étages à Manhattan et surtout son île privée, Little St. James, au large de Porto Rico, qui a été le théâtre d'innombrables horreurs à peine imaginables. Autant de lieux fermés, sécurisés et à l'abri des regards indiscrets. Pour appâter ses victimes, Epstein s'appuyait sur un réseau de recruteurs dont sa compagne Ghislaine Maxwell. Les témoignages décrivent un mode opératoire bien rodé. Repérer des jeunes filles vulnérables au goût de Jeffrey, c'est-à-dire minces, jeunes,
blondes et jolies, souvent issues de milieux modestes, pour leur proposer des massages banals contre une rémunération alléchante. Pour les déplacements, Epstein utilisait son propre jet privé, surnommé par les médias le Lolita Express. L'appareil disposait de son propre équipage de bord, grassement payé pour fermer les yeux selon des témoignages. Et énormément de personnalités publiques ont voyagé au bord du Lolita Express. Malheureusement, ce n'est que la face émergée d'un iceberg, et toutes ces horreurs concernant cette île privée ne seraient qu'une goutte d'eau dans un océan. La moitié du dossier Epstein, c'est-à-dire 3 millions de documents photos et vidéos, n'ont pas été publiés car la justice américaine a décidé qu'ils étaient trop choquants pour le grand public. Sans parler du fait qu'énormément de preuves et de VHS ont été détruites avant que Jeffrey ne soit emprisonné, et qu'il avait surtout 6 boîtes mail en plus de celle qui a été épluchée par les services compétents. Parmi les 3 millions de documents qui n'ont pas été publiés, énormément incriminaient lourdement Donald Trump, comme l'a récemment révélé la presse américaine. La vraie question, c'est jusqu'où ira la justice et les élites seront-elles protégées ?